Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde dont le sujet est l'innovation au service des entreprises de la Silver Economy. Je pensais faire une introduction en présentant un peu l'intérêt de l'innovation dans la Silver Economy, mais je pense que ici c'est pas nécessaire. Hein. Le sujet du salon, la présence de vous tous montre bien que l'innovation est au cœur du développement des entreprises de la Silver Economy. Je suis accompagné dans cette table ronde de Frédéric Prat, chacun se présentera. Frédéric Prat, Serge Monneret, Jean-Jacques Tamprado et Romain Gano. Chacun est ici pour nous parler de structures qui permettent dans notre écosystème régional d'accompagner les entreprises dans le développement des innovations au service de la Silver Economy. Peut-être sans plus tarder, Serge Monneret, bienvenue. Merci Serge, tu es directeur de l'Institut Carnot Star, également directeur de recherche au CNRS. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous présenter ce qu'est le réseau des Instituts Carnot dans un premier temps? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis au sein de l'Institut Fresnel donc à Marseille donc en tant que chercheur et je dirige un Institut Carnot. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Institut Carnot? Carnot, c'est un label qui est attribué à des laboratoires, à des unités de recherche publiques, dès lors que ces unités de recherche ont une activité suffisamment importante de travail en direct avec les entreprises. Et le but du jeu, contrairement à d'autres structures qui travaillent aussi entre le lien privé et public, nous, les Carnot, nous sommes là pour apporter aux industriels qui ont des soucis de développement de leur innovation, qui ont des verrous scientifiques ou des verrous technologiques, on est là pour travailler avec eux pour justement casser ces verrous. Donc il n'y a pas de transfert de propriété ou de choses comme ça, on est là pour vraiment travailler sur un projet, sur un verrou, sur une difficulté qu'ils ont, en apportant nos connaissances scientifiques et techniques. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est un institut Carnot. Tu es là au titre de l'Institut Carnot Star. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est l'Institut Carnot Star? Oui, donc les Carnot sont répartis en France sur des thématiques. Et le nôtre, donc, qui est situé sur Marseille, et le Carnot Star donc, pour le sport santé, sport bien-être. Donc on est sur tout ce qui est sur ces thématiques-là. Et on représente, donc on a 9 unités de recherche dans notre Carnot. Et ces 9 unités apportent des expertises en nutrition, en mouvement, en sciences du mouvement, en imagerie médicale, en informatique, en capteurs, en microélectronique et des choses comme ça. Enfin, voilà, on est un ensemble de laboratoires interdisciplinaires qui sommes là pour essayer de traiter des problématiques pour le secteur du sport santé, sport bien-être. Et donc la Silver Economy fait partie de ce spectre-là. Et peut-être pour illustrer les collaborations qui peuvent se faire entre des entreprises et l'Institut Carnot Star, est-ce que tu aurais un exemple à mettre en avant d'une entreprise en lien avec la Silver Economy ou pas, et de son parcours au sein de l'Institut? Oui, alors on a plusieurs projets sur lesquels on travaille, mais je laisserai plutôt Jean-Jacques Tamprado parler plus en détail, parce que je pense que c'est la personne qui, chez nous, a le plus d'activité dans ce domaine-là. Mais au niveau de notre Carnot, qui est en fait accueilli, ou on va dire sous la tutelle de Aix-Marseille Université, un des grosses avancées qu'on a dans la Silver Economy, c'est le contrat justement qu'on a signé avec AG2R, la mondiale, donc, qui est ici aussi, et avec laquelle Jean-Jacques travaille beaucoup. Donc typiquement, l'exemple dont on parlera après vous montrera vraiment de ce qu'on peut faire en tant que laboratoire de recherche pour justement répondre à des besoins d'un industriel en apportant de l'innovation et de la techno, ce que fait Jean-Jacques, mais ça je pense que tu vas en parler mieux que moi. Merci pour cette transition toute faite, Serge. Du coup, Jean-Jacques, je vais te laisser la parole. Peut-être juste t'introduire. Donc, tu es directeur de la chaire Active Aging, chercheur à l'Institut des sciences du mouvement. Est-ce que tu peux avant de présenter l'exemple évoqué par Serge, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce qu'est la chaire Active Aging?
Donc en effet, je suis donc professeur à Aix-Marseille Université, à l'Institut des sciences du mouvement, qui est un des laboratoires de l'Institut Carnot, qui est un laboratoire mixte, CNRS et Aix-Marseille Université. Et au sein de ce laboratoire, je dirige la chaire Active Aging. Qu'est-ce que c'est que la chaire Active Aging? C'est un projet pluridisciplinaire, partenarial, qui a été créé en 2019 avec le soutien d'AG2R et de la région. Et c'est un projet qui vise à articuler justement recherche, innovation et plus récemment formation avec, on en reparlera peut-être, la création d'un diplôme d'université dédié à l'entrepreneuriat dans la silver economy. Si je reviens maintenant sur la chaire Active Aging, en fait, ce projet qui implique plusieurs laboratoires et pas seulement des laboratoires d'AMU, mais également des entreprises, il est centré sur une thématique spécifique qui est la prévention du vieillissement grâce à l'exercice, singulièrement l'activité physique, mais pas que, et les technologies. Donc, comment est-ce qu'on articule recherche et innovation là-dessus? Eh bien, on essaye de comprendre à quelles conditions l'exercice est efficace et ensuite on essaye de créer les technologies qui vont avec. Et ça, on le fait de deux façons. Soit on établit des partenariats avec des entreprises qui développent déjà des produits et on les aide à rendre le service et à assurer la promesse qu'elles avancent. Donc ça, parce qu'on est convaincu que la recherche peut aider finalement à améliorer le service et à rendre une promesse d'efficacité. Donc soit on le fait avec des entreprises qui ont déjà des produits, soit on pousse nous-mêmes des innovations. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment autour de la réalité virtuelle, des objets connectés et des jeux vidéo actifs. Je viens maintenant sur l'exemple. Donc, je prends un exemple parmi d'autres, mais celui qui est soutenu par la région, avec une entreprise régionale qui est l'entreprise Axine, qui développe un robot mobile qui avait été développé à la base dans le contexte de l'éducation, c'est pour faire en sorte que les enfants qui sont malades doivent rester à la maison et un robot dans la salle comme s'ils y étaient. Ils n'avaient pas imaginé qu'on pourrait utiliser pour faire de l'activité physique à distance avec les personnes âgées isolées. C'est ce qu'on leur a proposé et la région soutient une thèse région-entreprise qui vise à étudier l'acceptabilité et l'efficacité de cette technologie pour l'enseignement des activités physiques adaptées auprès des seniors à distance. Voilà exactement ce que l'on fait. Très bien, merci Jean-Jacques. Tu as dit on est convaincu que la collaboration entre la sphère universitaire et le monde socio-économique aide à développer les innovations. Est-ce que tu penses qu'il est indispensable que les entreprises qui cherchent à développer l'innovation s'appuient sur des labos de recherche, sur la recherche fondamentale en quelque sorte? Je dirais en droit il est indispensable. En fait ça ne l'est pas, parce qu'on voit bien qu'il y a les entreprises sont contraintes par un certain nombre elles sont contraintes, elles mettent souvent les produits sur le marché avant même d'avoir complètement vérifié que ces produits-là sont efficaces. Donc c'est pour ça que nous, on peut arriver ensuite en disant bon, on va vous aider peut-être à affiner, etc. Sinon, moi, je suis convaincu qu'effectivement, la recherche devrait se mêler de près de ce qui est produit, notamment dans le domaine de la prévention. Et on le voit, puisqu'on voit que certaines entreprises sont soumises à des amendes aujourd'hui parce qu'elles commercialisent des produits qui ne rendent pas la promesse du service qui est attendu. Et à mon avis, ça va aller en augmentant ce genre de choses dans les années qui viennent. Je t'en prie, Serge. Ouais, j'aurais tendance à dire que la plupart des industriels avec lesquels on a travaillé, une fois qu'ils ont mis le pied dans nos labos, se rendent compte qu'ils n'avaient pas cette culture qu'on a en tant que scientifique d'être au courant de tout ce qui se fait et donc du coup aussi d'avoir des connaissances sur les technologies alternatives à celles auxquelles ils avaient pu penser. Et souvent, on a pu voir des évolutions des projets parce que justement, ils n'avaient pas saisi qu'il y a des technologies qui se font, je sais pas, en Chine ou aux US, dont ils ne sont pas au courant. Et nous, en tant que scientifiques qui allons en permanence sur les congrès, on a cette connaissance de l'état de l'art et que certains industriels qui ont un peu le nez dans le guidon, l'état de l'art, ils le laissent un peu trop de côté. Et donc c'est aussi un point important
de la collaboration avec nous. Si on a le temps, on reviendra dessus, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une double entrée. Il y a se mobiliser les labos de recherche pour valider ou développer une innovation, mais mobiliser l'expertise des labos de recherche pour nourrir le développement de produits, voire une orientation sur une filière spécifique. Romain, peut-être. Donc, Romain, tu es responsable des offres de services pour le groupe AG2R La Mondiale. On a parlé d'instituts plutôt adossés à des labos de recherche, des universités. Le groupe AG2R porte également un lab, usage et autonomie. Est-ce que tu peux nous le présenter dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Alors, le lab usage et autonomie part d'un constat extrêmement opérationnel. Il y a quelques années, on se pose sur ce qu'on appelle notre portefeuille de projets entrepreneuriaux. En 10 ans, on en a vu 1200. Et on se dit, mais il y en a 95% qui ne correspondaient pas aux envies des gens, qui n'ont pas trouvé leur marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième constat, on ne peut pas avoir raison tout seul. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les expertises en interne. On en a une certaine, mais on n'a pas toutes les expertises. Donc, regroupons autour de nous des partenaires de l'ensemble de la sphère des évaluations de preuves en Silver Economy. Et comme je dis souvent, pour moi, il y a 3 niveaux de preuve. Le premier niveau de preuve est la preuve scientifique, donc vous en avez parlé, la rigueur scientifique. Le deuxième niveau de preuve est la preuve d'usage. Ce n'est pas parce qu'il y a une solution qui marche en laboratoire que les personnes vont se l'approprier comme il faut. Et le troisième niveau de preuve est la preuve que j'appelle de maturité économique ou de robustesse économique, qui permet de se dire, mais il y a une solution qui peut avoir des impacts scientifiques très forts, médicaux, qui peut avoir une appropriation en usage qui est bien, mais qui ne se développera jamais parce que le modèle ne tient pas la route. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer des solutions qui viennent nous voir sur ces 3 niveaux de preuve ? Donc, on crée le lab usage et autonomie, qui a aujourd'hui 3 dispositifs. Le premier qui est un lab EHPAD. Donc, on achète des solutions sur le marché. Je dis bien on achète des solutions sur le marché. Ce n'est pas une expérimentation. On les achète. On achète la promesse. On l'évalue au travers du prisme des envies et pas des besoins, des résidents et du personnel qui intervient en EHPAD. Les résultats sont fascinants quand on part des envies et pas forcément des besoins. On a un dispositif de Living Lab plutôt avec nos amis du TASDA qui sont aujourd'hui ici. Donc, solution Living Lab plutôt à domicile. On peut organiser des focus group avec Silver Valley, ce qu'on appelle les Silver Labs. Chaque dispositif a sa valeur. Moi, je ne les compare pas. Ils ont tous une valeur qui leur est propre. Et enfin, on a des prestations d'analyse de robustesse technologique avec le CEATEC ou d'analyse de robustesse économique. Et le but, ce n'est pas faire l'évaluation pour l'évaluation. Nous sommes un acteur de l'action sociale via notre action sociale Agir Carco. C'est identifier quelles solutions seront les services de demain et comment nous pourrons les proposer, in fine, à nos retraités ou à nos bénéficiaires. Donc, des solutions qui sont passées dans ce dispositif de lab ont été solvabilisées pour des particuliers en difficulté ou ont été qualifiés pour être éligibles en subvention en établissement dans un catalogue de services. Donc on est plutôt sur un continuum d'évaluation de 3 preuves de robustesse pour arriver in fine à une politique de service. Donc nous ne sommes pas un acteur de la recherche, nous sommes plutôt un acteur de l'évaluation du service et de déploiement du service. Et comment sont sourcées finalement les innovations, les entreprises qui peuvent passer par ce prisme des 3 niveaux de preuve du lab ? Je veux dire, on a la chance d'être sursollicité. Je vais plutôt le dire comme ça. On a énormément de flux entrants. Les groupes de retraite, les caisses de retraite, les groupes de protection ont une notoriété là-dessus de politique d'innovation. Donc nous sommes sursollicités de demandes. Donc nous travaillons déjà tous ensemble aujourd'hui, acteurs de la protection sociale, à sourcer entre nous aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de travailler, les solutions qui nous paraissent pertinentes car nous avons une expertise. Nos équipes ont toutes 20-30 ans d'expertise sur le sujet et nous choisissons celles qui peuvent nous paraître pertinentes. Et après, un petit comité de sélection et on regarde quel est le dispositif qui nous semble le plus pertinent. On a des solutions où on se dit tiens c'est intéressant mais en usage, on se pose la question, dispositif de lab d'usage. Il y en a certaines on ne sait pas du tout, Living Lab, et il y en a certaines on les connaît parce qu'on les a subventionnées plutôt en forme de subvention pour dans la suite de projet partenaire. Et on se dit oui maintenant si on veut passer à l'échelle, analyse de maturité et robustesse économique. Et là quand on regarde ça, on ne regarde pas la solution, ça a été fait avant. On va regarder le portage juridique, la complémentarité des équipes, est-ce que c'est sous-capitalisé ou pas, est-ce qu'il y a du SAV, est-ce que si demain il passe de 50 clients à 2000, la prestation va être assurée avec le niveau de qualité. Voilà. Donc on a une démarche proactive, nous sommes présents avec les équipes et de nos collègues aussi de MH, de Clésia, nous sommes présents partout sur le territoire. Donc on source dans les gérontopoles, dans les clusters partenaires, dans les accélérateurs, par le flux entrant et après on sélectionne en fonction de notre politique sociale à Agir Carco. Donc cette sursollicitation montre bien qu'il y a un intérêt de la sphère socio-économique pour ce type de dispositif, validation, test. Frédéric, ça me permet de te donner la parole. Déjà, bienvenue. Tu es donc Frédéric Prat, directeur innovation, notamment directeur innovation au sein du programme Bien Vieillir. Bien Vieillir, c'est un programme qui se déploie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît ? Oui, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis très heureux d'être là.
Donc Frédéric Pratt, je suis médecin gériatre et de santé publique au CHU de Nice. Je travaille avec l'Université Côte d'Azur. Et presque, j'ai plus besoin d'évoquer l'ADN, on va dire, du programme Bien Vieillir, parce qu'on a fait le même constat. Il y a des besoins d'évaluation, il y a des besoins d'expertise, il y a des besoins de technologie. Et donc, c'est pas ce qu'on a mis en avant. Nous, on est parti du CHU et donc d'un besoin de seniors. On avait besoin en fait de faire face à la population vieillissante. Donc, j'apprends rien pour le salon Silver Eco. Sauf qu'à Nice, on est un territoire très particulier, parce qu'on a une dizaine d'avances sur ce virage démographique. Donc, nous, on a déjà effectué ce virage. Donc, ça veut dire que nous, on fait déjà face à la situation que va vivre la France dans 10 ans. Donc, on avait une obligation en fait de pouvoir très concrètement répondre à ce besoin de population. Donc, la première chose qu'on a mis en place, c'est une démarche d'industrialisation des solutions. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on s'est mis dans la difficulté la plus grande, c'est-à-dire prendre en charge l'ensemble du département, donc tout le 06. On vise, c'est un chiffre très ambitieux, 30 000 seniors. Alors seniors, c'est très sévère, ça commence à 55 ans. Pour des raisons simples, c'est qu'on s'intéresse à la prévention. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer la charge en soins de cette population-là? La meilleure stratégie, ça reste la prévention. Après, on a un deuxième volet qui est d'optimiser les parcours de soins. Mais notre première stratégie, on mise beaucoup sur la prévention. La deuxième chose, c'est que si on veut faire ça, il faut tenir compte du corollaire en fait, du vieillissement démographique dont on ne parle jamais. Et j'ai fait le tour du salon, on n'en parle absolument pas. C'est qu'en fait, on va être de moins en moins de professionnels qui sont en capacité de prendre en charge cette population. On va vraiment avoir une diminution des ressources. La démographie, elle a été étudiée pour ces ressources. D'ici 2035, en fait, on va avoir un creux de vague, que ce soit pour la population médicale, pour les kinés, pour les pharmaciens, pour toutes les professions, pour les aides à domicile. On va vraiment avoir un creux de vague. Donc on va avoir une dégradation, je le dis parce que c'est horrible, mais on va avoir une dégradation de la qualité de nos services dans les années qui viennent. La seule solution qu'on peut avoir, c'est de faire appel à des technologies innovantes, essentiellement numériques, mais qui posent d'autres difficultés, des difficultés d'accessibilité. En fait, quand on est senior, on n'est pas forcément accoutumé à toutes les technologies. Alors, il ne faut pas non plus faire des caricatures. Il y a beaucoup de seniors qui sont très aguerris, qui utilisent au quotidien l'ensemble de ce que peut faire leur smartphone, toutes les applications, des objets connectés. Il y a une partie quand même des seniors, à peu près 10 à 15%, qui restent réfractaires, donc qu'il faut accompagner dans cette démarche-là. Mais on s'intéresse aussi à l'accessibilité géographique. Donc, c'est là où on parlait de difficultés, c'est qu'on a sur notre département le moyen et au pays, comme ailleurs, qui sont difficiles d'accès, qui sont isolés, on parle de déserts médicaux, mais on a aussi une accessibilité sociale qui est prise en compte, puisqu'on a des personnes qui sont en plein centre-ville et qui sont totalement inconnues des services municipaux, des services médicaux, et donc qui sont en risque de dégradation de leur état de santé. Donc le programme Bien Vieillir, c'est cette ambition-là de prendre en charge numériquement, sur la prévention, 30 000 seniors, donc c'est pas rien, 30 000 seniors, ça fera de nous la plus grande cohorte européenne avec ce niveau de détail, parce que ce qu'on fait, c'est un 360 autour de la personne. On a vraiment une démarche holistique. Donc, merci pour cette présentation. Bien vieillir ensemble revêt 3 volets. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement et nous préciser, peut-être faire un focus sur le volet innovation qui, j'en suis certain, va intéresser les entreprises? Donc c'est un programme très ambitieux, donc forcément on est obligé d'être très méthodique. On a une partie où on répond nativement aux besoins de la population, c'est la partie santé. C'est un volet pour lequel on a des grands partenaires, on a des mutuelles, on a des groupes de maisons de retraite, des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce programme-là, en fait, on ne déploie que des solutions en vie réelle qui sont matures. Et ce n'est pas statique, c'est-à-dire que ce pool de solutions, on ne fait que l'incrémenter sur les différentes dimensions qu'on peut imaginer autour de la personne âgée. On a un deuxième axe qui est la recherche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va produire de nouvelles connaissances en vision grande échelle. Et le troisième axe, c'est l'innovation. Et là, donc, on rejoint exactement les thématiques qui ont été présentées. Il y a un besoin d'évaluation, il y a un besoin de conseil, mais pas que. Souvent, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des industriels qui viennent taper à la porte du CHU n'intéressent pas ni la communauté des chercheurs, ni les médecins. Pourquoi? Parce que dans ces évaluations, il n'y a pas d'enjeu majeur scientifique. Donc ça veut dire qu'à la clé, pour un chercheur, il n'y a pas forcément une publication extraordinaire. Donc il peut y avoir une réticence, et ça, c'est un véritable obstacle. Pourtant, on a besoin des validations. Il y a eu un changement de normes au niveau européen. On a besoin de qualifier tous ces dispositifs qu'on va utiliser au contact de la personne, que ce soit pour de la prévention ou pour de la santé.
Et donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est faciliter le plus possible, le plus bas niveau scientifique possible, c'est-à-dire simplement de la validation en comparaison gold standard. Donc le gold standard, c'est tous les appareils qui ont déjà été validés. On a une plateforme qui est unique dans le sens où elle est en plein cœur d'hôpital. Elle a regroupé tout ce qui peut être possible et imaginable en termes d'évaluation, que ce soit physique, biomécanique, biologique. On fait tout. Donc on facilite vraiment cet accès-là. Et l'idée, c'est d'industrialiser aussi notre process d'innovation, donc d'avoir une pré-rédaction des protocoles pour éviter en fait, d'avoir des délais qui sont trop longs. De la recherche, en fait, en santé, c'est-à-dire avec des êtres humains, c'est très réglementé, ce qui est tout à fait normal, mais donc c'est très long. On a la rédaction du protocole, les dépôts, l'obtention des autorisations, les inclusions, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment maximiser tout ce qu'on pouvait accélérer, de la rédaction du protocole jusqu'à l'inclusion, en s'appuyant sur le programme Bien Vieillir. Merci. Voilà. Merci. Peut-être pour donner envie aux entreprises qui vous écoutent d'aller solliciter les différents labs et dispositifs que vous présentez, est-ce que l'un d'entre vous aurait un exemple de parcours d'une entreprise et savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment le partenariat a fait grandir l'entreprise? Je voulais surtout plutôt rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est quelque chose qui est majeur pour nous. Donc Arnaud, hein, je vous rappelle, juste, on cherche à travailler avec des industriels sur de l'innovation. Et comme vous venez de le dire, le point faible, c'est le chercheur qui n'a pas forcément envie d'aller travailler avec une entreprise si effectivement ce n'est pas sur quelque chose de nouveau aussi pour lui. Et de nouveau au sens de la recherche, c'est-à-dire de nouveau au niveau international pour une publication, pour dire on est les premiers à l'avoir fait. Donc ça, c'est un très très gros point faible. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une autre dynamique qui se met en place et dont vous avez parlé, qui est celle des plateformes technologiques. Où là, on est sur un niveau de service et où on met à disposition de l'entreprise des capacités de mesure. Donc là, on n'est pas sur de la recherche, mais on est sur de la valorisation de tout l'équipement qu'on peut avoir, de toute l'expertise qu'on peut avoir, pour vous garantir un certain nombre de mesures qui sont propres. Donc on revient sur l'aspect de validation scientifique. Donc ces plateformes sont un autre niveau sur lesquels on peut intervenir au sein universitaire en proposant justement donc des outils qui, eux, sont validés, sont calibrés, sont tout ce que vous voulez, enfin, sont fiables pour vous donner de la mesure. Et généralement, ce qui se passe, donc ça répond peut-être plus à ta question, souvent, quand on a contact avec un industriel et qu'on fait de la mesure pour lui, bah, évidemment, on discute, on commence à creuser un petit peu pourquoi il veut faire cette mesure, est-ce qu'il est sûr de la faire comme il faut, etc. Et là, on rentre dans quelque chose qui devient intéressant pour les deux parties. Parce qu'on se rend compte que finalement, il y a un petit morceau là qui n'est pas vraiment compris. Et donc là, on a un intérêt, nous aussi, en tant que chercheurs, du coup, à aller creuser. Et là, on fait quelque chose de nouveau. Mais souvent, la première étape, c'est déjà de se connaître. Hein. De toute façon, à la fin, c'est des relations humaines. Hein. Donc, on se connaît. Et une fois qu'on se connaît et qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on peut faire l'un et l'autre, ben, en fait, les deux parties s'y retrouvent et ça mène à des super histoires, généralement, qui durent dans le temps. Merci, merci. Peut-être, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous préciser un peu si la chaire Active Aging a sonné une cloche chez une des personnes qui nous écoutent, comment cette entreprise peut solliciter finalement la chaire Active Aging pour participer à ce programme d'évaluation? Comment se passe la sélection? Est-ce qu'on a des critères Oui, alors... Le salon, c'est la bonne occasion, mais si ce n'est pas pendant le salon, bah, ça peut en envoyant un mail donc à mon adresse mail à l'université, par exemple. Sur le salon, ce qui se passe, c'est que on prend des rendez-vous avec les entreprises qui souhaitent nous rencontrer et on essaye très rapidement de faire un petit diagnostic des besoins, des intérêts et des besoins de l'entreprise et la manière dont on pourrait, nous, y répondre ou ne pas y répondre. Si on n'est pas capable de le faire, on va orienter vers les amis de Nice ou éventuellement d'ailleurs, plutôt sur la région en principe, mais parce qu'on ne saurait pas le faire. En général,
les entreprises qui viennent nous voir sont celles qui sont en lien avec la stimulation physique, cognitive, etc. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Et à ce moment-là, on regarde comment on pourrait aider. Donc ça peut être monter un protocole de recherche, trouver une cohorte, ou c'est ça l'intérêt de l'université aussi, on a des étudiants, qui peuvent être des étudiants de master, des doctorants ou des postdocs, qui ont y compris une spécialisation dans le domaine de l'ingénierie. Donc quand c'est des objets connectés du capteur, on sait faire aussi. Voilà. Donc ça peut être du testing, ça peut être même de la veille, comme disait Serge, de la veille technologique. C'est-à-dire, les gens viennent, ils présentent un produit, on dit, nous, avec ce qu'on sait de la littérature, ça, on doute que ça va fonctionner. En tout cas, pour que ça fonctionne, il faudrait peut-être l'infléchir de telle et telle façon. On parle là juste de la promesse d'efficacité. Est-ce que, on développe une solution pour la méditation, comme c'est fait, est-ce qu'on pense, compte tenu de ce qu'on sait faire en recherche, nous, de ce qu'on a déjà fait, est-ce qu'on pense que ça va marcher, ou est-ce qu'il faudrait le changer un peu? Et comment il faudrait adapter la technologie, etc. On discute. S'il y a un vrai besoin et qu'on continue dans le partenariat, à ce moment-là, on établit un contrat de prestation. Nous, on met des compétences au service de l'entreprise et l'entreprise, elle paye à prix coûtant. Mais évidemment, on ne peut pas dépenser non plus l'argent public pour le privé. Voilà. Donc, Alors, une petite question en rebond à ça qui s'adresse à tout le monde. On parle d'innovation. Donc on parle de développement de technologies ou de solutions. J'imagine que la question de la propriété intellectuelle se pose immédiatement. Comment se passe justement cette propriété intellectuelle quand on développe une techno au sein d'un labo, d'un institut ou d'une université? C'est une très bonne question, parce qu'il faut l'anticiper absolument pour éviter les crispations ultérieures. Il y a tous les cas de figure possibles. Il y a l'entreprise qui a un vrai savoir-faire et qui va être propriétaire d'une nouvelle technologie. Elle a simplement eu besoin d'accéder à des patients, à des données ou à des conseils. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Il y a le deuxième cas où il y a un co-développement, c'est-à-dire que l'entreprise et l'équipe de recherche ont innové. Et donc à ce moment-là, il y a une négociation qui a été faite en amont du consortium et il y a un partage de la propriété intellectuelle. Et il peut y avoir le troisième cas de figure où l'entreprise vient proposer une technologie. Le labo développe en fait de nouvelles perspectives sur lesquelles l'entreprise n'a pas investi, qui l'intéressent secondairement et qu'elle souhaite intégrer au sein de ses solutions. Et donc à ce moment-là, c'est l'autre cas de figure où c'est 100% le laboratoire qui a une propriété intellectuelle. Donc c'est les trois cas qui sont possibles, qui sont envisageables. Il vaut mieux en général en discuter en toute transparence en amont pour éviter de mauvaises surprises. Mais nous, on a un très bon exemple avec l'université et le CHU. On avait rencontré il y a 4 ans maintenant une entreprise du numérique qui était expert national sur le sport, qui est MyCoach, qui avait une plateforme qui gérait les fédérations de foot, de rugby, de natation. Et quand on a vu la solution, en fait, nous, ça nous a beaucoup interpellés sur le fait qu'on pouvait convertir cette solution sur la partie santé. Et donc, ce qui a été proposé, ce n'est pas une clé de répartition sur la propriété intellectuelle, c'est carrément de créer ensemble, de prendre un risque ensemble avec l'université, avec le CHU et MyCoach pour créer une nouvelle entité, c'est-à-dire une joint venture, vraiment. Et donc c'est à partir de cette aventure-là qu'il y a eu Activity qui est né et qui aujourd'hui s'intéresse précisément à la personnalisation des programmes d'activité physique adaptée pour les personnes âgées. Voilà. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est quand un industriel vient nous voir, c'est pour ça que quand on parlait de plateforme de service, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai qu'ils viennent nous voir pour un service, mais ce n'est pas le plus important. Si on fait que répondre à un service, en fait, ils viennent, c'est un drive. Ils viennent, ils ont leur évaluation et ils repartent. Le plus important, c'est nous de bien comprendre quelle est la viabilité de la solution industrielle, donc de la mettre rapidement sur le marché, donc de valider rapidement la solution, et partant de là, de s'inscrire dans une relation longue durée, c'est-à-dire qu'on va avoir des boucles itératives avec des travaux de plus en plus ambitieux, de nouvelles idées, de l'innovation, où là, il va y avoir un intérêt de la communauté de chercheurs, où là, il va y avoir un développement, on peut répondre à des appels à projets ensemble. Donc c'est dans la durée que doit s'inscrire la relation. Si on a simplement un échange de services, on n'ira jamais très très loin. Si par contre on est dans cette boucle itérative, avec la priorité c'est d'avoir la viabilité industrielle, commerciale, sans ça en fait on n'atteint pas l'objectif, à ce moment-là on peut incrémenter et on peut aller de plus en plus loin.
en se connaissant bien, en connaissant bien le laboratoire, en connaissant bien l'entreprise, en connaissant bien sa roadmap. Et donc, à mon sens, c'est plus que des plateformes de services, c'est vraiment des clubs, en fait. C'est des clubs de rencontres entre industriels et la communauté académique. Merci. Très rapidement. C'est juste pour répondre à ta question et préciser par rapport aux plateformes. En fait, en tant que laboratoire de recherche, on n'a que 2 contrats possibles. Soit la prestation de service, où là, effectivement, on vous vend une mesure et vous en êtes propriétaire. Donc là, il n'y a absolument pas de propriété intellectuelle qui est discutée et ça peut passer simplement par un bon de commande. Ou alors, on part sur le contrat de collaboration où, obligatoirement, l'API est discutée en amont. C'est une obligation. Et c'est là qu'il faut que les juristes et de la tutelle, donc l'université par exemple, et de votre entreprise, négocient ensemble. Et ça peut être long. Donc la prestation, moi, je maintiens que c'est aussi un très bon moyen de commencer à discuter, parce que là, il n'y a pas tous ces aspects-là. On fait des mesures, on se connaît, on commence à comprendre comment ça marche, et on a le temps, pendant toute cette maturation, d'envisager éventuellement ensuite un vrai contrat avec la propriété intellectuelle qui sera beaucoup mieux définie et beaucoup mieux appréhendée. Merci, c'est très clair. On arrive au terme de cette table ronde. Merci à tous d'être intervenus. Peut-être en conclusion, préciser que les personnes ici ne représentent pas l'exhaustivité des structures qui accompagnent l'innovation en région sud. Bien évidemment, il y a aussi d'autres structures. Je vous invite à aller creuser, à aller les chercher. Certains sont sur le salon. Mais l'idée, c'était de montrer que notre territoire régional s'outille de dispositifs au service des entreprises qui développent des innovations dans le champ de la silver economy. Si vous souhaitez, avec un parcours de la recherche, du développement technologique, du test dans le lab usage et autonomie, si vous souhaitez continuer d'échanger avec les personnes sur scène, on vous invite tous à nous retrouver sur le stand de la région de l'OIR Silver Economy vers 12h30, où on pourra vous accueillir et si je ne dis pas de bêtises, vous serez parmi nous. Donc voilà, bienvenue sur le stand vers 12h30. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.